Merci. Bonjour tout le monde. Donc, je suis contente d'être ici avec vous aujourd'hui. Donc, comme Chantal disait, je suis conseillère en planification à la section recherche et planification du SPVM. Donc, je m'intéresse beaucoup aux dossiers sociaux. En fait, j'ai travaillé beaucoup sur l'exploitation sexuelle, prostitution. Je commence de plus en plus à travailler aussi sur les dossiers autochtones. Donc, essayer de voir l'amélioration des relations entre les policiers et les communautés autochtones aussi. Voilà, moi je viens vous présenter aujourd'hui ce qui a été mon mémoire de maîtrise que j'ai fait en anthropologie à l'Université de Montréal. Donc ça s'intitule Le proxénétisme au féminin. Donc en fait, ce que j'ai voulu faire, en fait, c'est de voir un peu, de mieux comprendre c'était quoi le rôle des femmes dans le recrutement de prostituées à Montréal. Et j'ai fait ça à partir du discours d'intervenants clés que j'ai rencontrés. Donc voilà, OK. Pourquoi je me suis intéressée au proxénétisme au féminin, en fait, même si c'est pas un phénomène qui est récent, comme certains auraient tendance à le penser, on voyait de plus en plus des cas dans les médias qui étaient présentés de jeunes femmes, de femmes qui avaient vraiment un rôle dans le recrutement de prostituées. Donc, voilà. Aussi, il y a selon un rapport de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, qui, en 2012, disait que le proxénétisme est en fait la sphère d'activité criminelle où les femmes étaient le plus présentes. Donc, si on regarde toutes les activités criminelles, peu importe le type, le proxénétisme est vraiment le type d'activité où les femmes sont le plus présentes. Aussi, il y a le Centre national de coordination de la traite de personnes qui, dans un rapport aussi, montrait une inquiétude en disant que, bon, il y avait un nombre, semble-t-il, grandissant de femmes qui étaient impliquées dans la traite de personnes. Aussi, selon Statistique Canada, entre 2009 et 2014, il y a, semble-t-il que, selon les statistiques, 17% des auteurs présumés de traite de personnes au Canada étaient de sexe féminin. Puis quand on s'intéressait aussi à la littérature, à la documentation scientifique, ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait très peu de connaissances sur le sujet, comme Chantal l'a dit tout à l'heure. On parle beaucoup de proxénétisme masculin, mais au niveau du proxénétisme féminin, c'est encore un sujet un peu tabou, donc on en parle peu. Donc c'est les raisons pourquoi j'ai décidé de faire mon mémoire sur ce sujet. Donc, l'objectif, en fait, de mon mémoire, c'était d'établir le profil des recruteuses qui opèrent en prostitution, ainsi qu'un portrait de leur pratique à partir du point de vue d'intervenants clés. Plus spécifiquement, ce que j'ai voulu faire, c'est préciser leur profil, essayer de comprendre et de connaître c'était quoi leur cheminement dans la vie, en fait, leur réalité, et de comprendre aussi c'était quoi leur motivation à recruter. Je voulais aussi connaître et comprendre le fonctionnement et les moyens qui étaient utilisés pour recruter. Et finalement, connaître et comprendre les stratégies qui entouraient l'intégration et le maintien des filles et des femmes dans la prostitution. Donc, en fait, ma recherche en est une qui est qualitative, empirique et exploratoire. Donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est des entrevues semi-dirigées auprès de différents intervenants clés qui travaillent auprès de jeunes filles recruteuses. Donc, j'ai rencontré 3 enquêteurs dans différents services de police, que ce soit à Montréal, à Laval ou à Longueuil. J'ai rencontré aussi 4 agents de concertation policière. Donc, ça, c'est des policières qui travaillent plus au niveau de la prévention, qui sont moins au niveau de la répression. Et j'ai rencontré aussi 7 intervenants dans différents centres jeunesse et finalement un directeur d'organisme communautaire qui travaille auprès des jeunes. J'ai aussi eu la chance de pouvoir consulter des précis de faits d'enquête du SPVM. Donc, en fait, des précis de faits d'enquête, c'est un peu des documents qui décrivent tout le déroulement d'une enquête. Dans ce cas-ci, moi, c'était des enquêtes en lien avec le proxénétisme ou la tenue de maison de débauche. Puis, ce qui est intéressant dans ces précis de faits-là, c'est que j'avais accès à toutes les entrevues, les interrogatoires qui étaient faits auprès des suspects ou des victimes. Donc, ça m'a donné beaucoup d'informations pertinentes pour ma recherche. Oui. Alors, comment j'ai fonctionné, c'est lorsque j'allais voir un intervenant, je lui demandais en fait de me parler de cas type de recruteuses qu'il avait eu à côtoyer au cours de sa carrière, au cours de son travail. Donc, on décortiquait vraiment cas par cas les recruteuses. Il y en a certains qui m'ont parlé de deux cas, de 3 cas. Des fois, c'était seulement un cas. En tout,
mais avec les 15 intervenants que j'ai rencontrés, j'ai pu avoir 26 cas de recruteuses qui m'ont été relatés. C'est quoi les critères sur lesquels je me suis intéressée pour pouvoir documenter en fait leur profil et oui, c'est ça, leur profil. Je me suis intéressée premièrement à leur passé. En fait, pourquoi leur passé? C'est que dans la documentation scientifique, il y avait des facteurs de risque qui étaient énumérés comme étant, semble-t-il, amenaient des prédispositions là, aux jeunes filles à devenir recruteuses. Ces critères-là, c'était soit le fait d'être dans un centre jeunesse, le fait de se prostituer elle-même, d'avoir vécu de la prostitution elle-même dans le passé et d'avoir été victime de proxénétisme. Donc, je me suis intéressée à ces 3 critères-là. Par la suite, je me suis intéressée aussi à savoir s'il y avait une relation avec des hommes complices, que ce soit un individu en tant que tel ou que ce soit des membres de gangs de rue ou un gang quelconque. À ce moment-là, c'est ça, je voulais voir s'il y avait une relation qui était un lien là, spécifique entre les 2 parties. Je voulais voir aussi s'il y avait un partage de bénéfices entre eux. Est-ce que la recruteuse et l'homme complice partageaient les bénéfices, partageaient les tâches? Et j'ai aussi voulu savoir si la recruteuse se prostituait aussi elle-même, si elle faisait partie elle-même de l'industrie du sexe en même temps qu'elle recrutait. Puis finalement, le 3e critère sur lequel je me suis intéressée, c'est la relation que la recruteuse avait avec ses recrues. Donc, je voulais voir si elle avait un rôle dans la gestion des activités sexuelles de sa recrue. Donc, est-ce que c'était elle qui mettait en ligne les photos sur Internet, qui prenait les photos, qui prenait les appels des clients, par exemple, réservait les chambres d'hôtel, etc. Donc, ça, c'est tout le volet de la gestion. J'ai voulu aussi voir si la recruteuse avait un rôle au niveau du contrôle de sa recrue. Donc, est-ce qu'elle contrôlait l'argent que la recrue faisait? Est-ce qu'il y avait une surveillance qui était faite envers elle? Est-ce qu'il y avait de la séquestration, etc.? Et quoi d'autre? Finalement aussi, je me suis intéressée, c'est ça, s'il y avait de la violence et des menaces qui étaient faites de la part de la recruteuse envers ses recrues. Donc, est-ce que c'est ça, elle les violentait ou les menaçait pendant l'exploitation? Donc, c'est les critères sur lesquels je me suis intéressée. La première typologie, le premier type de recruteuse que j'ai eu dans mon, que j'ai nommé dans mon échantillon, c'est ce que j'ai nommé les partenaires. Il y en avait 8 sur les 26 cas. Je les ai appelées partenaires parce que vous allez voir, elles ont vraiment un lien privilégié avec un homme complice. Ils travaillent vraiment en partenariat dans le recrutement et l'exploitation. Donc ici, on voit mes 8 partenaires. Si on regarde au niveau du passé, je ne sais pas si c'est petit pour vous, j'espère que vous voyez bien. Au niveau des centres jeunesse, donc plus de la moitié avaient eu un vécu dans un centre jeunesse. Elles avaient tous eu un passé en prostitution et avaient tous été victimes de proxénétisme. Si on voit la petite case bleue, c'est que des fois, il me manquait de l'information, donc j'ai pas pu, dans certains cas, vraiment appuyer mes faits là, à savoir si, par exemple, ici, elle avait été victime de proxénétisme. Donc, c'est pour ça que la case est bleue. Pour ce qui est de la relation avec les hommes, on voit ici qu'elles avaient tous une relation privilégiée avec un homme partenaire. Donc, c'était pas toujours son amoureux, c'était pas toujours son proxénète, ça pouvait parfois être un ami ou un homme avec qui elle avait vraiment une relation d'affaires. Aussi, il y avait dans la plupart des cas un partage de bénéfices. Donc, les deux vraiment avaient soutiraient en fait de l'argent de la prostitution des recrues. Ce qui est intéressant aussi de voir dans la relation, c'est que les hommes complices pouvaient avoir un rôle vraiment passif dans le recrutement et le contrôle des recrues, mais dans d'autres fois, ils avaient un rôle beaucoup plus actif. Comme je disais, par exemple, dans certains cas aussi, l'homme complice arrive à un certain moment de l'exploitation, mais n'était pas là dès le départ. Donc, c'est vraiment selon la situation. Par exemple, il y a beaucoup de partenaires qui vont utiliser l'homme complice pour faire des menaces à leurs recrues que si elles les écoutent pas, si elles travaillent pas assez, peu importe, elles vont se faire agresser sexuellement par l'homme complice.
Il y a d'autres aussi qui utilisaient leur homme complice pour seulement perpétrer de la violence envers ces recrues. Donc, c'était pas elles nécessairement qui violentaient leurs recrues, mais elles utilisaient l'homme complice pour le faire. Dans d'autres cas aussi, il y avait des hommes qui avaient des rôles beaucoup moins actifs, donc plus passifs, donc qui étaient par exemple chauffeurs simplement ou qui apportaient la drogue aux jeunes filles. Donc c'est très variable leur relation et le rôle dans le recrutement. Par exemple, ici, j'ai mis certaines citations que je trouvais pertinentes. Il y a un enquêteur ici qui explique puis ce n'était pas son chum, il n'était pas sur les lieux. C'est pas lui qui lui a dit amène quelqu'un loin de là. C'est elle, à la limite, sérieusement, qui contrôlait les choses. Donc, on voit ici que dans ce cas-là, l'homme complice avait un rôle beaucoup plus passif que dans d'autres cas. Et comme on voit aussi dans la relation avec les hommes, ben, en fait, tous les partenaires se prostituaient au moment même où elles recrutaient aussi. Donc, souvent, ils vont jouer un rôle d'initiation aux nouvelles recrues. Elles vont souvent faire des clients en duo aussi. Donc, c'est elle qui va lui expliquer au début comment elle doit s'y prendre, quel type de service elle doit donner, quel montant d'argent elle doit demander aussi. Donc, voilà. Pour ce qui est de la relation avec leurs recrues, on voit ici qu'elles ont presque tous un rôle de gestion dans les activités sexuelles de la recrue. Donc, que ce soit, comme je disais, répondre au téléphone, mettre les photos sur Internet, pardon, réserver les chambres d'hôtel, etc. Comme on voit, il y en a une ici, P6, qui n'avait pas un rôle de gestion. Elle avait plus un rôle vraiment de surveillance envers les recrues. Elles ont tous aussi un rôle de contrôle. Donc, ça passe souvent par l'argent qui va être soutiré. Donc, l'argent était, majoritairement, tout l'argent était soutiré par la partenaire. Par la suite, soit qu'elle remettait l'argent à l'homme complice ou soit qu'ils partageaient les bénéfices entre eux, comme je disais tout à l'heure. Et finalement, la majorité aussi faisait de la violence et des menaces envers la recrue. Donc, c'était souvent, par exemple, des menaces de dévoiler à la famille qu'est-ce que la jeune recrue faisait. Ça pouvait être aussi des menaces de « je vais m'en prendre à ton petit frère si tu fais pas ce que je te dis de faire ». Donc, voilà, c'est des exemples. Ici, par exemple, dans un précis des faits, il est expliqué, P3 lui explique le mode de fonctionnement, soit qu'elle agirait comme son PIM, et qu'elle prendrait tout l'argent, que si la victime avait besoin de quelque chose, de lui demander et qu'elle déciderait si c'était convenable, elle lui donnerait. Donc, c'est pour illustrer ici un peu le contrôle que la partenaire avait sur sa recrue. C'est quoi les motivations des partenaires? Donc, la principale motivation qui a été nommée, c'est l'argent, donc de faire l'argent. À ça s'ajoute aussi souvent le fait de moins se prostituer elle-même. Donc, par exemple, ici, il y a des policiers qui expliquent qu'une des partenaires disait « Moi, je suis tannée de donner mon argent à quelqu'un d'autre, alors je vais l'être moi-même. Moi, je retournerai plus avec lui, c'est moi qui vais pimper. » Donc, elle, sa motivation, en fait, c'était d'arrêter de se prostituer elle-même, de donner son argent à son proxénète, mais plutôt elle-même devenir proxénète. Par la suite, une autre des motivations, ça pouvait être d'avoir le contrôle. Donc, le fait de recruter, d'avoir des recrues sous son aile, en fait, la partenaire pouvait avoir un sentiment de contrôle. Il y en a une aussi qui disait pour défier l'autorité parentale. Donc, c'est une jeune fille qui venait d'une famille plutôt stricte, plutôt stricte. Donc, elle disait, moi, je fais ça pour défier l'autorité parentale. Une autre des motivations, c'était aussi de ne pas être seule. Donc, par exemple, il y a un enquêteur ici qui parle d'une partenaire qui dit elle a fait un peu d'escorte, mais elle, quand elle a vu qu'elle était toute seule là-dedans, elle se sentait seule un peu. Ce qui était spécial, c'est qu'elle voulait plus de la compagnie que de l'argent. Tu sais, elle va se prendre un minimum, là, vraiment. Elle laissait tout à ses amis. Donc, c'est pour exprimer ici la différence des motivations, en fait, que cette jeune fille-là, en fait, elle n'était pas tant intéressée par l'argent que de ne pas être seule dans ses activités. Et finalement, il y a une partenaire aussi qui, semble-t-il, faisait du recrutement par amour pour son proxénète.
Alors, ici, ce qu'on voit, c'est un peu la stratégie qui est utilisée par les partenaires pour recruter. Donc, la première étape, bien sûr, c'est d'identifier une jeune fille vulnérable. Donc, souvent, ces jeunes filles-là sont en fugue. Ça peut être des amis, des connaissances du passé dans les centres jeunesse. Ça peut être des amis qu'elles rencontrent par hasard dans un endroit public. Ça peut être aussi via les médias sociaux. Donc, il y avait différentes formes là, de façon d'identifier la jeune fille vulnérable. À ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va lui offrir la protection et un hébergement. Donc, parfois, l'hébergement se faisait chez la partenaire elle-même. Dans d'autres fois, c'était aussi une chambre de motel qui était louée, donc où la recrue pouvait aller vivre. Et là, on va lui faire miroiter tous les éléments positifs. Donc ici, tu es en sécurité, inquiète-toi pas, on va pas te renvoyer en centre jeunesse, on va pas te renvoyer dans ta famille, t'as ta liberté ici, tu es en sécurité. On va l'amener dans les parties, là, on va lui montrer, il y a beaucoup, le concept de fun revenait beaucoup dans le discours des intervenants. Donc, c'est vraiment la période où là, c'est le fun, on va lui faire consommer de la drogue, on va lui montrer que, regarde, moi, je me prostitue, je fais de l'argent facilement, donc on connaît un peu le pattern. Et là, c'est l'élément critique, c'est lorsqu'on commence à lui dire, ben là, j'ai plus d'argent, faut toi aussi que tu contribues financièrement. Donc, je t'ai donné de la drogue gratuitement, je t'ai hébergé gratuitement, mais là, ça suffit, il faut que toi aussi tu contribues. Et là, c'est le moment où on va l'initier à la prostitution. Donc, comme je disais, il va souvent y avoir des clients qui vont être faits en duo entre la partenaire et la recrue. On va aussi parfois l'initier au gangbang, donc on va lui faire vivre un viol collectif pour la désensibiliser à la prostitution aussi. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on va soutirer l'argent, donc via le contrôle, la violence et les menaces. Je pense que j'avais une petite citation ici, encore une fois. Donc, P3 lui explique à la victime que les photos qu'elle a prises d'elle vont servir pour un site et que les deux se livreront à la prostitution. Donc, on voit ici les clients en duo qu'elles peuvent faire et que les deux sont impliqués dans l'industrie du sexe. P3 lui dit qu'un client est en route et lui explique les divers prix versus le service sexuel et de remettre l'argent gagné dans un tiroir du bureau dans la chambre à coucher et ou de la glisser sous la porte. Donc, encore une fois, ici, on soutire l'argent de la recrue. La deuxième type de recruteuse que j'ai trouvé dans mon échantillon, c'est ce que j'ai appelé les entremetteuses. Il y en avait 15 sur 26. Au niveau des entremetteuses, il y en a aucune qui ont eu d'accusations portées contre elles. Je ne sais pas si je l'avais dit, mais au niveau de la partenaire, il y en avait 6 en fait qui avaient eu des accusations de proxénétisme contre elles ou de tenue de maison de débauche. Puis aussi, au niveau des partenaires, l'âge moyen, là, il y avait entre 15 et 21 ans. Pour les entremetteuses, il y avait entre 14 et, je pense, 19 ans. En fait, on voit qu'elles sont plus jeunes. 80% des entremetteuses aussi étaient d'âge mineur au moment où elles recrutaient. Puis c'est ça, ils n'ont eu aucune accusation portée contre elles pour ce qui est des entremetteuses. Donc, j'ai ici les 15 entremetteuses. On voit qu'elles ont tous, en fait, un passé en centre jeunesse. Il faut se rappeler que les entremetteuses, la majorité des cas d'entremetteuses m'ont été racontés par des intervenants du centre jeunesse. Donc, ça peut avoir biaisé mes résultats dans ce sens-là, du fait qu'elles aient tous un passé en centre jeunesse. On voit par contre que ce n'étaient pas tous les filles qui avaient un passé en prostitution ou qui avaient été victimes de proxénétisme. Il y en a certaines qui n'avaient jamais été impliquées dans l'industrie du sexe, puis elles recrutaient quand même, donc contrairement aux partenaires de tout à l'heure. Ce qu'on voit ici, c'est qu'elles n'avaient aucune une relation privilégiée avec un homme complice. En fait, elles, leur rôle, ça va plus être de faire le lien avec le proxénète ou les membres de gang. Et parfois, il y en a quelques-unes qui bénéficiaient de bénéfices, là, qui avaient des bénéfices suite à ça. Par exemple, ici, il y a un intervenant qui me raconte, elles vont les ramener au gang, puis cette fille-là ne fait pas nécessairement d'activité par rapport à la sexualité. Elle est là juste comme une pourvoirie. Elle amène des filles et en échange, elle va avoir des beaux ongles, des beaux cheveux. Ils vont lui repayer des choses.
Donc, c'est pour illustrer un peu le fait que elles n'ont pas tous, les entremetteuses n'ont pas tous un passé en prostitution ni été victimes de proxénétisme. Aussi, c'était pas tous les entremetteuses qui se prostituaient en même temps qu'elles recrutaient. Finalement, comme on voit ici au niveau des recrues, de leur relation avec les recrues, c'est très rare qu'elles vont jouer un rôle dans la gestion et le contrôle et ou qu'elles vont violenter les recrues. Donc, c'est vraiment leur rôle et de faire le lien avec le proxénète ou les membres de gang, puis par la suite, son rôle se termine un peu à ce moment-là, contrairement à ce qu'on voyait tout à l'heure au niveau des partenaires. C'est quoi les motivations des entremetteuses? En fait, j'ai séparé ça en 3 catégories. La première catégorie, c'est celle que j'ai appelée la consciente. Donc, c'est la majorité, il y en a 11 sur 15. La consciente, elle, c'était la motivation principale, c'était lorsqu'il y avait un partage de bénéfices, mais en fait, c'était l'argent, donc qui la motivait à recruter des jeunes filles. Par exemple, ici, il y a un intervenant qui raconte, elle avait son tarif dans sa tête. Donc, elle savait, par exemple, qu'une petite blonde aux yeux bleus valait plus cher sur le marché qu'une petite grassette rouquine. Là, je dis n'importe quoi. Admettons, elle demandait 100 au gars. Si elle lui présentait une blonde et, admettons, 20 pour la petite rouquine, elle négociait ses tarifs. Donc, on voit qu'elle fait vraiment de manière consciente le recrutement, puis que sa motivation première, c'est l'argent. Une autre motivation pouvait être aussi le sentiment d'appartenance et de reconnaissance. Donc, si la jeune fille veut vraiment faire partie du gang, elle doit rapporter des recrues, donc ça lui apporte un sentiment de reconnaissance. Il y en a d'autres qui faisaient ça simplement pour le pouvoir ou pour le plaisir de le faire. Il y a un autre cas qui a été énuméré, une jeune fille qui disait qu'elle faisait ça, elle, par vengeance. Donc, elle-même avait subi un gangbang, elle-même avait été victime de proxénétisme, donc elle a décidé qu'elle voulait le faire vivre aux autres filles pour se venger. La deuxième catégorie au niveau des motivations des entremetteuses, c'est ce que j'ai appelé la contrainte. Donc, il y en avait 2 sur 15, pardon. Donc, la contrainte, elle, va recruter principalement par peur de représailles et pour arrêter de se prostituer. Et finalement, la naïve, qui est la 3e catégorie, 2 sur 15. La naïve, en fait, on me l'a décrit un peu de cette façon-ci. Donc, il y a le type de recruteuses, les naïves, qui ne savent pas encore qu'elles recrutent. Elles ont des amis, il faut qu'elle invite des filles. Ah, ben, invite ton ami au party, il va y avoir un boogie à telle place, viens au motel à telle place, on va faire un powwow là-bas. Donc, il y a ce genre de fille-là qui est un petit peu naïve, qui ne sait pas qu'elle va recruter. Donc, on comprend que la jeune fille naïve, souvent, est dans sa lune de miel, donc n'a pas encore l'impression d'être elle-même exploitée sexuellement, donc va être motivée de ramener des recrues pour la reconnaissance et aussi pour le fait de ne pas fuguer seule de son centre jeunesse, par exemple. Donc, encore une fois, un petit schéma qui représente la stratégie des entremetteuses. Donc, encore une fois, elle va identifier une jeune fille vulnérable. Dans la majorité des cas, c'était une jeune fille qui habitait dans la même unité qu'elle dans le centre jeunesse. Par contre, dans certains cas aussi, c'était une jeune fille qui était identifiée dans un party ou à l'école. Là, il y a une relation de confiance qui va se créer, encore une fois. Donc, par exemple, ici, il y a un policier qui explique que l'entremetteuse disait « Moi, je suis intelligente, je suis facile d'approche. Alors, je me mets amie avec, je me colle avec. Elle ne me voit pas venir, la fille. Elle a confiance en moi parce que je suis une fille, puis parce que je suis une amie. » Donc, on voit ici, au niveau de la relation de confiance qui est créée, cette entremetteuse-là, du fait qu'elle soit elle-même une femme, disait que ça lui facilitait la tâche là, dans le recrutement, plus que la jeune fille avait plus confiance, tendance à faire confiance à une autre femme. Donc, encore une fois, on lui fait miroiter les éléments positifs. Donc, on l'amène dans les parties, on lui fait consommer de la drogue, etc. La même chose un peu que les partenaires. La différence ici, c'est que on va la mettre en lien avec le membre du gang de rue ou le proxénète qui est indépendant. Donc, c'est à ce moment-là, en fait, souvent que l'entremetteuse va mettre fin à son implication. Dans certains cas, comme on voyait tout à l'heure, il y en a certaines qui avaient un petit rôle au niveau du contrôle aussi, mais la majorité des entremetteuses va laisser le proxénète contrôler par la suite la recrue.
Finalement, mon troisième type de recruteuse que j'ai identifié dans mon échantillon, c'est la tenancière. Donc, il y en avait 3 dans mon échantillon. Les 3 tenancières ont eu des accusations portées contre elles pour tenue de maison de débauche. Donc, il y en avait 2 qui avaient un salon de massage érotique et une qui avait des agences d'escorte partout à Montréal puis même à Toronto. Donc, ce qu'on voit ici au niveau de leur passé, elles avaient tous un passé en prostitution. Par contre, on n'avait pas l'information à savoir si elles avaient été victimes de proxénétisme. On n'avait pas non plus d'informations à savoir si elles se prostituaient en même temps qu'elles recrutaient. Puis, on voit qu'elles n'avaient pas de relation privilégiée avec un homme complice, comme c'était le cas de la partenaire tout à l'heure. Puis, elles ne faisaient pas non plus de lien avec les proxénètes ou les membres de gang, comme c'était le cas de l'entremetteuse. Par contre, elles avaient quand même des liens assez étroits avec le crime organisé. Donc, leur relation avec leurs recrues, bien sûr, c'est tout ce qui est au niveau de la gestion. Donc, elles vont gérer leur établissement érotique. Et c'était fait de manière très structurée. Par exemple, dans le précis des faits, ici, il est expliqué, elle place les annonces, elle engage les chauffeurs et elle récupère la moitié de l'argent ou plus. Dans son cas, c'était plus. Il y a un chauffeur qui va lui porter les recettes de l'agence chez elle dans sa boîte aux lettres à chaque jour vers 5 ou 6 heures du matin. Donc, on voit que c'est vraiment organisé. Il y a des gens qui travaillent pour elle. Et finalement aussi, dans certains cas, il va y avoir des contrôles, des techniques de contrôle aussi qui vont être utilisées envers les recrues. Par contre, le contrôle va être beaucoup plus subtil que les autres types de recruteuses. On va, par exemple, leur dire qu'elles n'ont pas le droit de refuser des clients, ils vont utiliser différentes techniques aussi pour essayer de soutirer le plus d'argent possible à leur masseuse ou leur escorte. Donc, par exemple, ici, il y a un enquêteur qui raconte une tenancière leur a demandé chacune de lui prêter de l'argent parce qu'elle en avait besoin. Elle s'est trouvé un faux prétexte, l'ouverture d'un autre salon ou peu importe. Et parce qu'elles sont reconnaissantes, parce qu'elle est prospère, elle leur a dit « Je vais vous remettre l'argent, n'ayez crainte ». Ben, elles ont consenti. Chacune s'est ouvert une marge de crédit et lui a donné la totalité de sa marge. Alors, ça devient comme un levier pour les garder et les retenir, mais de façon extrêmement subtile. Donc, on voit ici que les types de contrôle vont être utilisés par les tenancières quand même, mais ça va être fait de façon plus subtile. La motivation des tenancières, en fait, il n'y en avait qu'une seule, c'est l'argent. Toutes les tenancières étaient motivées au recrutement par désir de faire de l'argent. Donc ici, pour leur stratégie, en fait, elles vont trouver premièrement des recrues. Donc souvent, c'est via les petites annonces qui sont dans les journaux ou dans les médias. Donc, c'est les femmes elles-mêmes qui vont aller postuler pour travailler pour la tenancière. Dans certains cas aussi, bon, bien sûr, c'était ses contacts avec le crime organisé. Donc, il y en avait une, par exemple, qui avait des contacts jusqu'en Chine avec le crime organisé qui lui envoyait des femmes pour travailler pour elle. Donc, elle va engager les recrues. À ce moment-là, parfois, il y a un contrat qui est signé entre la masseuse ou l'escorte et la tenancière pour lui dire voici quelles sont les clauses là, et qu'est-ce que tu dois respecter dans le cadre de ton travail. Par la suite, la tenancière va gérer l'établissement ou l'agence d'escorte, comme je disais tout à l'heure. Puis, elle va soutirer une partie de l'argent, dans certains cas, avec la manipulation ou le contrôle. Donc, par exemple, ici, dans le précis des faits, il est expliqué que l'argent que la fille fait dans la chambre revient à la fille. Le client paye son entrée à T2, donc ce qui est la tenancière, et paye l'extra à la fille dans la chambre. Pas de client, pas de paye, car il n'y a pas de salaire de base. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? En fait, mon corpus là, de recruteuses, ce qui m'a montré, c'est que il y a pas d'âge et il n'y a pas d'origine ethnique non plus qui sont prédisposées à être recruteuses, en fait. Moi, dans mon échantillon, les recruteuses, l'âge, ça passait de 14 ans à 56 ans. Donc, c'est vraiment tout âge confondu. Et les origines ethniques aussi, il n'y avait pas d'origine qui était plus à risque que d'autres. Ce qu'on peut voir, c'est que la majorité avait un passé dans la prostitution et avait été victime de proxénétisme.
et la majorité aussi avait un passé en centre jeunesse. La seule motivation qui était partagée par les trois types de recruteurs, c'est l'argent. Donc, ça revenait énormément dans le discours des intervenants que j'ai rencontrés. Elles font ça pour l'argent, avoir des beaux cheveux, avoir des beaux ongles, avoir c'est ça, la vie des stars, si on veut. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi de constater, c'est les stratégies des partenaires qui étaient sensiblement les mêmes que les proxénètes masculins. Donc, si on regarde dans la documentation scientifique, les stratégies passent souvent par la relation amoureuse, par l'endettement, par le dépannage. Donc, la stratégie des partenaires, c'est un peu la même chose. Souvent, il y avait, dans quelques cas, en fait, il y avait une relation amoureuse qui était créée entre la recrue et la partenaire. Donc, on lui offre le logement aussi, on la dépanne. Donc, ça m'a fait penser à savoir, en fait, est-ce que la partenaire fait seulement que reproduire ce qu'elle a elle-même vécu en étant victime de proxénétisme. Je pense que cette recherche-là aussi amène des pistes intéressantes au niveau des programmes de prévention. J'ai regardé un peu, à l'époque, moi quand j'ai déposé mon mémoire, c'était en 2015, donc je regardais un peu les programmes de prévention qui existaient déjà. Puis j'ai trouvé qu'on voyait seulement un côté de la médaille. Donc, on parlait seulement du proxénète qui était féminin et la victime féminine. Par contre, on s'est peu intéressé là, à faire participer, en fait, à impliquer le fait qu'il pourrait y avoir des proxénètes féminins aussi dans le processus. Aussi, comme c'est ça, mon mémoire me démontre, c'est que dans certains cas, les partenaires ont un rôle même beaucoup plus actif que l'homme qui est complice. Donc, c'est à ne pas oublier aussi dans les programmes de prévention. La relation amoureuse entre le proxénète et sa recrue, c'était toujours un peu le point de départ de l'histoire. Par contre, moi, dans mes recherches, ce que ça a démontré, c'est qu'il y a seulement dans un cas que la partenaire, en fait, la recruteuse, ça donnait au recrutement par amour pour son proxénète. Donc, on voit que les schémas, en fait, peuvent être beaucoup plus complexes. Parfois, ça peut être une relation d'amitié, ça peut être une relation vraiment d'affaires. Donc, c'est à ne pas oublier non plus. Et dans les programmes de prévention que j'ai consultés aussi, on parlait toujours de recrutement dans le cadre dans le contexte de gangs de rue. Par contre, moi, dans mon échantillon, dans certains cas, c'était pas en lien avec les gangs de rue du tout. Donc, ça pouvait être un homme complice qui était indépendant, ça pouvait être différentes relations là, entre la recruteuse et son homme complice. Finalement, ça apporte aussi des questions à se poser au niveau des stratégies de répression. Donc, comment on agit auprès de ces recruteuses-là? Est-ce qu'en fait, on doit les considérer comme étant des délinquantes au même titre que les proxénètes masculins? Est-ce que, en fait, elles sont doublement victimes parce qu'elles-mêmes ont eu un vécu de proxénétisme dans le passé? Donc, c'est des questions à se poser aussi. Puis, est-ce qu'on doit intervenir d'une manière différente du fait que la recruteuse soit une partenaire, une entremetteuse ou une tenancière? C'est quoi les approches de sensibilisation qu'on doit utiliser selon leur profil? Donc, c'est un peu des questions que je vous laisse pour terminer sur la discussion. Merci. Alors, merci beaucoup Julie. C'est vraiment une présentation qui est très riche, avec beaucoup de questionnements aussi, qui nous amènent à réfléchir sur nos pratiques et sur une certaine réalité qu'on aborde très peu. Ouais. Donc maintenant, la parole est à vous. Hein? Donc, vous pouvez soit lever la main, si vous avez un micro, je vais l'ouvrir, ou sinon vous écrivez vos questions pour que Julie puisse répondre. On a encore environ 25 minutes pour cela. Alors, bon, il y a Eve-Marie Lampron qui dit « Merci Julie, c'était fort pertinent et intéressant. J'aurais une petite question. J'imagine que tes tenancières ont tendance à être davantage âgées que les partenaires ou entremetteuses. »
Oui, en effet, moi, dans mon échantillon, les tenancières avaient entre 31 et 56 ans, si ma mémoire est bonne. Par contre, c'est ça, il faut faire attention du fait que j'avais seulement 3 tenancières dans mon échantillon, donc il ne faut pas non plus généraliser. C'est difficile de faire des généralisations. Mais oui, en effet, comme je disais tout à l'heure aussi, mes entremetteuses, la majorité, 80%, étaient mineures au moment où elles recrutaient. Et les partenaires, elles, étaient plutôt d'âge adulte, mais début d'âge adulte, là. Parfait. Est-ce que ça répond à ta question, Emmaï? Oui, elle a dit merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? C'était super clair. Eh ben bon, Julie, tu peux continuer à parler, à préciser certains points si tu avais été trop vite sur quelque chose, vu que apparemment il y a pas de questions pour l'instant. Donc, est-ce qu'il y a des trucs que tu voudrais peut-être Maintenant, avec le changement de bon, il y loi, a une question de Carla. quelles seront les façons Les façons de recruter des tenancières. C'est La une bonne question, c'est question. maintenant, avec les changements Avec le de loi, changement. quelles seront les façons, avec les changements de loi, quelles seront les façons de recruter des tenancières? C'est une très bonne question, en fait, dont je n'ai pas la réponse. Va falloir voir avec... je pense que les lois ont été changées il n'y a pas très longtemps. Est-ce que le travail policier a vraiment changé pour l'instant? Est-ce que les priorités ont changé? J'ai pas la réponse, malheureusement. C'est quelque chose sur lequel je m'intéresse en ce moment. J'ai commencé une recherche à voir auprès du service de police de Montréal avec l'équipe de proxénétisme si leur travail avait changé, s'il avait été facilité sur certains points ou s'il avait été au contraire, il y a des nouveaux enjeux qui avaient été identifiés en lien avec le changement de loi. Donc, c'est quelque chose que je suis en train de documenter en ce moment. J'ai pas les réponses pour l'instant, mais ça va me faire plaisir de venir vous présenter mes résultats lorsque j'en aurai. Voilà. Bon, ben, moi, j'aurais peut-être une question, s'il n'y a pas personne qui a écrit d'autres questions pour l'instant. C'est quoi la tranche d'âge des personnes qui ont participé à votre étude? Les intervenants ou les recruteuses? La recruteuse. Les recruteuses, c'est ça, comme je disais, c'est vraiment une tranche d'âge qui était très variée. Donc, la plus jeune avait 14 ans et la plus âgée avait 56 ans. Donc, on voit que ça touche les femmes de tous les âges. Il n'y a pas d'âge auquel les jeunes filles sont plus vulnérables que d'autres. En fait, dans mes tenancières, je crois que l'âge était entre 31 et 56, c'est ça. Donc, puis ce qui serait intéressant de voir aussi dans des recherches peut-être futures, c'est de voir si est-ce qu'il y a un suivi, est-ce que en fait la jeune fille va passer d'entremetteuse à partenaire pour finalement devenir tenancière plus tard. Donc ça, c'est une question qui m'a été posée aussi à quelques reprises. Puis je pense que ça serait intéressant de pousser la question un peu plus loin, de voir si avant d'être partenaire, la jeune fille a été entremetteuse. Est-ce qu'avant d'être tenancière, la femme a été partenaire ou entremetteuse? Donc, c'est une question pertinente. On a deux autres questions en attendant. Il y a Carole Tremblay qui demande, en totalité, savons-nous combien d'hommes partenaires étaient impliqués? Puis il y a une autre question après. Ben, en fait, il y en avait 8, parce que mes partenaires avaient tous un homme complice. À l'exception d'un cas que j'avais pas assez d'informations pour l'affirmer, mais par contre, la jeune fille disait qu'elle travaillait de manière indépendante, qu'elle recrutait de façon indépendante, mais quand je parlais à l'enquêteur par la suite qui a suivi son dossier, elle me disait que non, il y avait un homme complice qui était impliqué là-dedans.
Donc, sur mes 8 partenaires, il y a 8 hommes qui étaient complices là-dedans. Je ne sais pas si ça répond à la question. Est-ce que ça répond, Carole? Peut-être lever la main un petit peu pour nous dire OK. oui. OK. Eve-Marie. Il y a une question de Eve-Marie qui dit « Sentais-tu un jugement différencié entre les proxénètes féminins et masculins de la part des intervenants ou intervenantes? » Est-ce que je chantais? Oui. C'est une bonne question. Oui, superbe question. C'est une très bonne question. En fait, oui, parce que on me relatait souvent le fait qu'elle-même avait été victime de proxénétisme, elle-même avait été exploitée sexuellement. Mais je sentais on voulait quand même faire la part des choses, puis dire il faut quand même les responsabiliser pour ce qu'elles font. Sans peut-être les criminaliser, c'est des responsabiliser d'une certaine manière aussi. Moi, je voyais ça un peu comme les gens agressés sexuellement qui, devenant adultes, se mettent aussi à agresser sexuellement des enfants. Est-ce qu'on va se dire, le fait qu'il a été victime lui-même dans le passé, on va plus le prendre en pitié, si on veut. Est-ce qu'on doit le responsabiliser quand même pour les actes qu'il fait? Donc, moi, c'est ce que j'ai senti dans le discours des intervenants. Par contre, peut-être que je me trompe. Moi, je ne travaille pas en intervention, donc ce serait peut-être de voir avec vous aussi. En fait, j'aurais aimé ça vous entendre là-dessus parce que c'est une question qui est très pertinente. Je ne sais pas, peut-être s'il y a des intervenants qui travaillent auprès des proxénètes féminins, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Ben, mesdames et messieurs, la question est dans votre camp. Est-ce que oui, en fait, c'est une très bonne question d'éthique effectivement, et de voir comment on réagit par rapport à quand on se trouve face à un proxénète féminin. Il y a Karen McCarthy qui écrit « Très intéressant, merci. Ce qui me frappe, entre autres, est le fait que plusieurs de ces femmes victimes d'exploitation sexuelle se tournaient vers le proxénétisme comme stratégie de sortie ou de réduction de leur propre victimisation. Avez-vous plus à dire sur cet élément? » Oui. Est-ce que tout le monde m'entend encore? J'ai comme l'impression que ça a coupé. Ah non, ok, mon Oui, micro en fonctionne. tout cas, moi, je vous entends. Ok. Oui, oui. Parfait. Donc, attendez, j'ai comme perdu le fil de la question, je m'excuse. Au niveau... Ben, c'était, je peux reprendre la question rapidement. Ce qui la frappe, entre autres, c'est le fait que plusieurs de ces femmes victimes d'exploitation sexuelle se tournaient vers le proxénétisme comme stratégie de sortie ou de réduction de leur propre victimisation. Est-ce que tu avais plus à dire sur cet élément-là? Oui. En fait, c'était pas toutes les femmes qui utilisaient ça comme stratégie de sortie. Il y en avait quelques-unes, par contre, oui. Puis ce qu'on me relatait souvent, c'est que le proxénète disait écoute, l'homme complice, là, dans un certain sens, disait écoute, tu dois faire 10 clients ce soir. Donc, si tu trouves une autre fille qui peut le faire avec toi, qui peut t'aider, mais tu vas en faire 5 au lieu de 10. Donc, dans certains cas, c'était la stratégie qui était utilisée, c'était la motivation, en fait, de la partenaire de dire je vais aller recruter une fille qui va pouvoir m'aider, en fait, à moins me prostituer. Donc, c'était dans certains cas, c'était ça. Mais il y avait quand même un partage de bénéfices qui était fait entre la recruteuse et le partenaire. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si ça répond à la question. Il y avait quelque chose en dessous que j'arrive pas à... Faites attends. À lire correctement. Oups. Il y a un nouveau message de Karen qui dit... Mon Dieu, j'arrive pas à lire.
Je vois ici Eve-Marie, très intéressant. Je demandais parce que les médias ont souvent tendance à montrer en épingle Oui, des cas de proxénétisme féminin, comme quoi quand une femme adopte des comportements hors normes ou violents, c'est considéré comme encore pire que lorsque des des hommes sont hommes sont impliqués. impliqués. Oui, en effet. Puis, je vous ai pas parlé de mon cadre théorique parce que je me disais que c'était moins pertinent, mais bon, dans tout bon mémoire de maîtrise, on doit avoir un cadre théorique. Et moi, je m'intéressais à un peu la sociologie de la femme délinquante. Puis, c'était quelque chose aussi qui était en effet relaté, que la femme, dans son modèle typique, doit être une bonne femme à la maison, avoir des bonnes mœurs, des bons comportements. Donc, lorsqu'elle devient délinquante, c'est considéré comme étant pire que lorsque c'est un homme, parce que dans la façon dont on a été socialisé, c'est la femme qui doit être douce, qui doit avoir un instinct maternel, etc., tandis que l'homme qui est plus rough, qui a des pulsions plus animales, je ne sais pas trop comment expliquer. Donc ça, c'est quelque chose qui ressortait beaucoup dans mon cadre théorique, en effet. La question que c'était pire là, lorsque une femme s'adonnait à des activités de délinquance. Par contre, au niveau des intervenantes, j'ai pas senti ça dans leur discours, par exemple. Je voyais, oui, un désir de responsabilisation, de dire on doit les responsabiliser à leurs actes, mais pas que c'était pire là, parce que c'était une femme. Parfait. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions pour Julie? Un sujet vraiment, il y a un nouveau message Oui, de... mon mémoire est disponible. Oui. Oui. Et je Mon pense mémoire, oui, que... est disponible. C'était ça la question? Parce que je ne le vois pas. Oui. Mais en fait, j'ai envoyé le lien aussi avec l'invitation. Je pense la première invitation, j'avais mis les liens pour le mémoire. Et ça se trouve également sur le site des Espaces Vie. Oui. Sinon, il est sur Érudit aussi. Là. Toutes les mémoires de maîtrise sont disponibles par Internet via Érudit. C'est ça. Ben, Eve-Marie a confirmé. Je crois qu'il est déjà dans la bibliothèque des Espaces Vie. D'autres questions? D'autres commentaires? Parce que ben, c'est pas souvent qu'on parle de cette question-là, et ça m'aurait vraiment intéressé, un peu comme je dis, d'entendre les intervenantes sur ce sujet-là, particulièrement celles qui travaillent auprès des jeunes. Bon, merci très fort. Puis entre-temps, je suppose que tout le monde a vu qu'il y avait l'évaluation du webinaire qui était déjà mis en ligne, parce que ça nous aide en fait à mieux préparer les autres. Et si vous avez des suggestions ou vous-même vous voulez faire un webinaire, vous pouvez me laisser votre courriel ou faire des suggestions ou écrire à espacevie@laclé.org. Bon, ben Julie, ça a été super. Il y a un nouveau message de Carla. Ben, ça me fait plaisir. Je suis contente que vous ayez apprécié. Mais je pense que Carla a écrit quelques nouvelles choses que j'ai pas vues. Ah, bah, tout des remerciements. Bon, ben, nous aussi, on vous remercie d'avoir pris le temps et d'avoir participé au webinaire. Donc, je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose que j'aimerais ajouter, Julie, ou... Non, je veux dire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur mon courriel. C'est julie.rosa@spvm.qc.ca. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, et vous pouvez également... Vous pouvez également démarrer une discussion là-dessus sur les espaces vie. Hein. Il y a un forum de discussion, ce serait une bonne chose. Et Julie est également membre des espaces vie, donc
là, on pourrait vraiment partir une bonne discussion sur cette question et qui pourrait justement en profiter aux autres personnes aux autres membres qui n'ont pas pu assister au webinaire. Donc, je vous invite donc aussi à aller commenter sur les espaces vie, à aller démarrer des forums de discussion là-dessus. Alors, sur ce, je vous remercie